bien, les trois sujets qui arrivent sont le risque cyber, la responsabilité civile des dirigeants, qui sont mis en cause de plus en plus, et l'assurance chômage du dirigeant. Vous savez que les dirigeants ne sont pas éligibles au Pôle emploi. Voilà, donc on va aborder ces trois sujets, traiter le risque principal cyber en moins d'une heure, 3/4 d'heure, et puis les deux autres sujets ensuite en moins d'une demi-heure pour libérer entre 10h30 et 11h. Voilà. Le risque cyber, eh bien c'est Grégoire qui est là et Thomas Renaud de Stoic qui vont l'aborder. Voilà, Stoic étant qui va se présenter, mais un des néo-assureurs avec lesquels on travaille qui traite le sujet de la prévention cyber essentielle. Il nous donnera une petite recette et quick voilà, qui traite le sujet des sinistres quand ils arrivent, c'est-à-dire la résolution du problème, et qui traite la question assurantielle, c'est-à-dire qui donne des garanties, voilà. Et puis, ensuite, la responsabilité civile des dirigeants, Thibaut vous en parlera, et on finira avec l'assurance chômage du dirigeant, c'est Christophe qui vous en parlera. Voilà, donc sans plus attendre, je laisse la parole à Thomas sur le sujet cyber. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez bien, je suis ravi d'être avec vous ce matin, comme je le suis régulièrement. Ou est-ce que vous m'entendez bien, peut-être sans micro, ce sera aussi bien, aussi confortable. Comme je le fais très régulièrement pour des dirigeants d'entreprise, je vais vous présenter un petit peu le modèle qu'on porte chez Stoic et vous expliquer pourquoi on est plutôt bien armé pour comprendre l'état de la menace aujourd'hui. Pour présenter très rapidement l'entreprise, aujourd'hui on est l'assureur cyber un petit peu de référence d'un point de vue technique sur le marché. On est arrivé il y a seulement 3 ans. Mais avec 2 équipes qui sont issues des majeurs de la réponse à incident. Et je vais déjà essayer d'éviter tout jargon ce matin, vous expliquer ce qu'est une réponse à incident en cyber. C'est la crise majeure auquel une entreprise peut être confrontée demain matin. Et ces ingénieurs-là, ces ingénieurs de réponse à incident, sont une denrée assez rare. Donc sur le modèle de Stoic, on a à la fois la moitié de l'entreprise qui vient de cette expertise de réponse à incident, des pompiers du feu. Pour prendre une image des forces de l'ordre, c'est l'équivalent aussi du RAID ou du GIGN sur une intervention de prise d'otage. Et l'autre moitié qui est issue des plus grands porteurs de risques en cyber au niveau mondial, notamment 2 porteurs derrière nous. On n'intervient pas seulement en France, mais sur le reste du marché européen, qui sont Swiss Re, deuxième réassureur mondial en termes de taille, et Tokyo Marine, premier assureur cyber au niveau mondial sur les grands comptes, les entreprises de plus de 1 milliard. Donc on est venu réunir ces 2 expertises, à la fois la gestion de crise, comme l'évoquait Cyril en première approche, le sinistre lui-même, et puis derrière l'expertise assurantielle auprès de personnes qui avaient 10 ans, 15 ans d'expérience dans ce secteur, ce qui est le Moyen-Âge en cyber. Les premières polices ont été souscrites en 2004-2005 sur le marché français. Ça fait tout juste 20 ans. Donc c'est un risque extrêmement neuf côté assurance. On porte un modèle un peu atypique, vous l'avez compris, qui est d'intégrer la prévention au contrat d'assurance. Alors qu'avant, les assureurs avaient tendance à les traiter séparément. Toutes les entreprises qu'on rencontre par nos courtiers partenaires, on les rencontre sous l'angle de la compréhension de leur métier, de la compréhension de leur informatique, et de comment un attaquant pourrait s'en servir pour les faire tomber demain matin et paralyser l'activité. Donc avant même de penser assurance, on pense moyen d'attaque et donc manière d'y répondre d'un point de vue technique. C'est le premier bloc que vous avez en haut à gauche. Le deuxième bloc, c'est que si un prestataire vous vend un jour un outil en vous disant ça peut vous éliminer 100% des risques de cyberattaque, partez en courant. Aucune solution, aussi aboutie soit-elle, ne pourra vous garantir un risque zéro. Donc on a bien sûr conservé cette partie gestion de crise. Un seul mot de jargon, ce sera le seul de la matinée, ce qu'on appelle un CERT, c'est une équipe de réponse à l'incident dédiée à ces sinistres. Et cette équipe est intégrée chez nous. Je laisserai le cabinet valider le bloc assurantiel que vous maîtrisez parfaitement, mais qui est le 3e bloc de notre contrat et pas l'unique. Je vous parlais de ces ingénieurs de réponse à incident. Alors, je vais faire un petit tour de salle rapide. D'après vous, ces experts de la contre-offensive cyber, on en a combien à rentrer en France? Lancez-vous sur ce qui vous semblerait être
un chiffre. 50. Une cinquantaine. 200. 200, on commence à approcher un petit peu de la réalité. On pense en avoir autour de 250 à l'échelle du marché. 250 sur un pays qui fait 67, 68 millions d'habitants, c'est pas épais. Et imaginez que l'essentiel de ces ingénieurs de réponse à incidents sont dans des entreprises du CAC 40, payés, comme j'aime à le dire, à jouer au Scrabble. Ils font un peu plus que ça, mais simplement pour que ces grandes entreprises les aient toujours sous la main en cas d'attaque cyber. L'enjeu pour nous, du coup, c'était de pouvoir en avoir en interne pour nous assurer et s'assurer de nos courtiers partenaires. La slide est déjà plus à jour, on en aura 7 au mois de juillet pour faire face au JO, on en a 6 aujourd'hui à temps plein et on en aura 7 après l'été. Simplement, pour terminer sur ces profils-là, ce sont ce qu'on appelle des hackers éthiques. Alors ça fait toujours sourire dans la salle. Ce ne sont pas des repentis qui ont un jour dérobé des millions et qui ont voulu ensuite se ranger. Il y a une doctrine en France qui est qu'on ne recycle pas des repentis, contrairement au marché américain, typiquement, qui s'en nourrit beaucoup. Mais ça veut simplement dire, ce statut de hacker éthique, qu'ils ont la technicité d'un attaquant pour comprendre comment un attaquant pourrait demain faire tomber votre entreprise. Donc ils se mettent, d'où le thème de l'intervention de ce matin, en permanence dans la tête d'un cyberattaquant. C'est leur manière de faire leur métier au quotidien. Je pense que le mieux, et c'est ce qu'on fait systématiquement quand j'interviens auprès de fédérations professionnelles, patronales ou par filière, c'est d'entendre un dirigeant qui va, en un format assez court, quelques minutes, vous raconter sa cyberattaque, et puis ensuite on pourra rebondir là-dessus sur son expérience. Je m'appelle Nicolas Dubar, j'ai 42 ans, je suis président de la société Somagic depuis 6 ans. Nous fabriquons des barbecues à destination du grand public, entre 800 000 et 1 million de barbecues que nous distribuons sur le marché français et à l'export depuis une quarantaine d'années. Donc le lundi 18 septembre au matin, comme tous les lundis ou comme tous les matins, j'arrive à l'usine et on me tombe dessus pour m'expliquer que nous sommes victimes d'une cyberattaque. Je ne prends pas franchement conscience de la situation, je suppose qu'il y a un virus quelque part, on l'entend régulièrement ici et là. Et en réalité, on me dit, mais Nicolas, il faut que tu te rendes compte, on ne peut plus travailler. Et quand on te dit ça, tu te dis, on ne peut plus travailler, on ne peut plus allumer l'ordinateur. Non, non, Nicolas, on ne peut plus travailler. C'est-à-dire que les machines ne peuvent plus fonctionner, nous n'avons plus accès à notre réseau, nous n'avons plus accès à nos données, nous ne pouvons plus gérer la compta, nous ne pouvons plus gérer le commerce. En gros, nous ne pouvons plus faire tourner l'activité de Somagic. À l'instant T, Somagic n'existe plus. Notre informaticien, Stéphane, me demande qu'est-ce qu'on fait. Et quand ton informaticien te demande à toi qu'est-ce qu'on fait, tu te dis là c'est grave. Et je me souviens, à cet instant précis, il est 9h du matin, que nous avions souscrit une assurance qui s'appelle Stoic. Quand je fais la déclaration à l'assurance, je pense juste faire une déclaration à l'assurance. J'imagine pas que derrière, il y a tout un pôle reconstruction, soutien à la négociation. Et à 17h, Antoine, je crois que c'est Antoine qui arrive en premier de chez Stoic. Alors moi, je les ai appelés les hackers gentils. Ils arrivent, j'ouvre la porte de la voiture, enfin, je suis complètement... c'est le Messie qui arrive. Et il s'installe, son collègue arrive un tout petit peu plus tard. Ils s'installent dans nos bureaux avec leurs ordinateurs, avec leurs sourires, avec des t-shirts tout simples, des gars super accessibles. Et donc l'équipe de Stoic a entamé une négo, parce qu'au départ ils te disent, c'est quand même complètement fou, voilà le montant, mais si tu payes maintenant, il y a de l'escompte. Et si tu payes demain, c'est 20% de plus par jour de retard de paiement. Et donc pour faire traîner ça, il y a une négo qui a duré, mais c'est pas 2 jours, ça a duré 15 jours, je crois, la négo. Alors que normalement, au bout de 3 jours, ils voulaient publier. Moi, j'aurais pas su faire ça. Enfin, je veux dire, déjà, ils m'auraient dit, tu ouvres un compte en Bitcoin. Genre de quoi tu parles. Moi, le Bitcoin, je le vois pareil à la télé, dans les séries, pas dans la vraie vie. Je décide de faire une communication à toute l'entreprise. Donc, je convoque toute l'entreprise, donc j'ai 50 personnes devant moi. Et je crois que je leur ai jamais parlé avec autant d'émotion et probablement la larme à l'œil, en leur expliquant ce qui était en train de se passer. Et en leur disant qu'on allait s'en sortir tous ensemble. Mais que c'est... Putain. Mais que c'était... très inconnu pour moi et très dur à gérer.
Parce que d'une manière ou d'une autre, je suis un peu garant du salaire à la fin du mois, quoi, que tout ça tienne debout. Et ce jour-là, j'étais pas sûr de pouvoir tenir le truc, quoi. Parce qu'on n'avait plus rien. Je crois qu'au bout de 4 ou 5 jours, il y a les stoïques et mon informaticien qui arrivent et qui me disent Nicolas, on peut restaurer une sauvegarde du 23 mars 2021. Est-ce que ça t'intéresse? Bah oui, on y va, c'est parti. Et là, à ce moment-là, tu sais, moi dans mon esprit, je me suis dit, c'est bon, on va pas fermer, on va pas mourir. On n'a pas payé la rançon, on fonctionne aujourd'hui normalement, et c'est un mauvais souvenir. En toute humilité, je me sentais vraiment en sécurité avant. Je ne me rendais pas du tout compte à quel point ça allait toucher l'entreprise, me toucher moi personnellement, toucher mes salariés personnellement. Et on a découvert que nous n'étions pas au niveau. On aime bien faire des témoignages de chefs d'entreprise parce que c'est les meilleurs ambassadeurs de ce sujet cyber. Pierre Nature essaye de vous vendre une garantie cyber, c'est simplement son métier. Tous les arguments pour le faire. Un dirigeant d'entreprise, il y a souvent la loi du silence qui s'applique. Pendant très longtemps, les cyberattaques étaient tenues secrètes parce qu'elles étaient souvent un petit peu gérées sous le tapis. Beaucoup payaient les rançons sans vouloir justement le faire savoir. Et donc on a voulu, quand on est arrivé sur ce marché il y a 3 ans, libérer vraiment la parole des dirigeants parce que c'est eux qui en parlent finalement le mieux. Somagic, c'est un peu l'entreprise de tout le monde. C'est une entreprise qui faisait quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, autour de 30 millions, qui était un industriel, il le dit à la fin de la vidéo, au milieu des vignes bourguignonnes. Et donc il ne s'attendait pas du tout à subir une cyberattaque. Sa boîte n'était pas plus exposée que ça. C'est un fabricant de barbecue, c'est un fabricant de l'aéronautique ou de la défense. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on va revenir grâce au témoignage de Nicolas Dunbar. Mais le premier élément que j'aimerais battre un petit peu en brèche, c'est justement le fait que vous, dirigeants de PME, TPE ou même de TI, vous vous sentez souvent en dehors du radar des cyberattaquants et donc peu à risque. Et c'est souvent parce que la manière d'attaquer n'est pas expliquée. Les attaquants ne font plus des attaques ciblées, comme ils le faisaient il y a 10 ou 15 ans, à faire tomber des très grands comptes, des multinationales ou des entreprises à rayonnement mondial. Ils ont utilisé maintenant la logique du chalutier depuis 5-7 ans. C'est ce qu'on analyse sur la menace cyber. C'est quoi la logique du chalutier? C'est qu'ils vont découvrir tous les jours des milliers et des milliers de systèmes informatiques dans le monde de façon automatisée. Ce sont des robots qui travaillent pour eux. Et grâce à cette logique d'automatisation, découvrir les entreprises les plus fragiles, d'un point de vue informatique, pas d'un point de vue financier ou métier. Ce qui fait qu'une fois qu'ils ont identifié X milliers de cibles, ils remontent le filet et ils vont ensuite revendre très souvent ces cibles-là pour que des spécialistes de telle ou telle attaque puissent aller exploiter les brèches. Pour dire les choses beaucoup plus simplement, votre entreprise ne sera jamais visée demain matin. Ce scénario-là est quasi inexistant. Il y a quelques rares attaques ciblées chaque année en France. Par contre, elle sera quand même touchée par une cyberattaque du fait de cette logique de masse, d'industrie, de chalut, d'automatisation. Donc vous allez vous réveiller un matin avec un ransomware qui aura bloqué l'ensemble de votre système de façon extrêmement opportuniste et automatique. On aime bien revenir souvent là-dessus parce que c'est une idée reçue, ce qu'on appelle l'effet TF1, qui est compliqué de dissiper. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que M6, Saint-Gobain qui subissent des cyberattaques. Et les statistiques que vous avez ici sont celles de l'ANSSI, l'agence du gouvernement qui est dédiée à la lutte cyber. Et le gros des troupes, c'est de la TPE, PME et de l'OTI. Je vais passer rapidement là-dessus, simplement pour rendre aussi compréhensible les 2 grandes portes d'entrée pour un attaquant. Une fois qu'il a cette logique très opportuniste de découvrir que vous avez des fragilités, comment il va rentrer dans le système. Le premier risque qu'on a tous en tête, c'est le risque technique, et la bonne manière de l'imager, c'est de regarder à la fin de cette réunion chacun vos téléphones portables pour voir le nombre de mises à jour que vous avez en retard. Une mise à jour de sécurité, elle a un seul intérêt, c'est justement de venir combler une brèche technique qu'un attaquant a créée sur tel ou tel logiciel. À l'échelle de vos entreprises, vous avez souvent beaucoup plus de retard encore parce que vous avez X logiciels métiers et que c'est très compliqué d'être au dernier état-là. L'absence de mise à jour, elle est souvent facilement détectable par un attaquant de l'extérieur. Donc en fait, il voit que vous avez laissé une porte ou une fenêtre ouverte sur votre système de façon extrêmement simple,
sans être un génie du hacking. À droite, on a l'humain. Et alors pareil, je fais un appel à la salle. Comment vous ventileriez à grands traits le pourcentage des attaques qui passent par l'humain et celles qui passent par la technique? En grande proportion. 80 en quoi? En phishing. Ouais, 80 en humain et puis le reste en technique. On est entre 70 et 80 depuis 3 ans, c'est assez stable quand on fait l'état du marché sur les cyberattaques. Ce qui veut dire à nouveau que la réponse à la cyber n'est pas simplement une réponse technique. Et c'est souvent un travers que peuvent avoir les prestataires avec leur logiciel normal qui est de dire on a une solution technique face à un problème technique, mais ça ne vient traiter que 20 à 30% de la menace sur vos entreprises. L'essentiel des attaques qui vont vous frapper vont passer par un collaborateur ou par un dirigeant de la société. Vous avez en tête le mode d'exploitation, du coup, quel est le mode le plus simple pour rentrer chez vous via du mail, dans le mail, et qui va chercher à faire quoi sur votre système informatique? Déposer un virus sur le poste et puis tout bloquer au niveau du réseau. Ouais, ça peut être donc une pièce jointe vérolée, un malware, mais de plus en plus ils vont chercher à vous voler les clés de la maison. Donc très simplement en se faisant passer par exemple pour Microsoft, si c'est la solution la plus déployée j'imagine dans nos entreprises, en disant c'est une vérification de sécurité Microsoft. Merci de nous donner vos identifiants et mots de passe pour les renouveler. Et en fait c'est l'attaquant qui est en train de les aspirer, pas du tout le tiers de confiance que vous avez en tête. Donc vous voyez que c'est des modes assez bateaux, basiques et très facilement automatisables. Donc à nouveau on voit la logique opportuniste de l'attaquant. N'allez pas jusqu'à lire cette slide, ça vous servira simplement de support à la fin de la réunion. Vous avez 2 enjeux majeurs dans vos entreprises, une fois qu'on parle d'une attaque cyber. Un enjeu de disponibilité d'un côté, c'est est-ce que demain, sans informatique, j'arrive à continuer à exercer mon métier? Ça, après, chaque entreprise a sa propre réponse à cette question. Et quand on dit sans informatique, c'est sans informatique du tout, puisque le seul moment où l'attaquant passe à de l'artisanat, c'est une fois qu'il a vraiment mis les pieds dans votre entreprise, il va passer plusieurs jours ou plusieurs semaines à observer de façon passive comment votre métier fonctionne. Et donc s'il voit que vous avez externalisé une partie de la donnée, il va aller également se créer des accès sur la partie externalisée. S'il voit que vous utilisez des logiciels en SaaS, de cas de certains d'entre vous, il va voir comment il peut interrompre demain votre pièce en SaaS. Si vous avez des sauvegardes qui paraissent être bien protégées, il va chercher à les grignoter également avant d'appuyer sur le bouton fatigue. Donc ce n'est pas un scénario de crise mineure qu'il faut avoir en tête, c'est le scénario de Somagic, l'ensemble de l'infrastructure est paralysé. Deuxième enjeu, et à nouveau on est très généraliste dans une réunion comme celle-ci, mais avec chacun il faudrait avoir l'analyse sur les 2 plans, la confidentialité de la donnée. Est-ce que vous collectez de la donnée clients, fournisseurs, partenaires qui peuvent être plus ou moins sensibles selon vos métiers et qui du coup vont permettre à l'attaquant d'exercer souvent une deuxième rançon. La première, ça va être pour vous libérer le fonctionnement courant de l'entreprise, donc débloquer l'activité. La deuxième, ce sera de dire, avant d'avoir tout chiffré ou supprimé, on avait aspiré également la donnée. Et donc on vous demande une rançon pour ne pas s'en servir à des fins malveillantes ou venir menacer individuellement vos clients, fournisseurs, partenaires. Ce qu'on appelle la double extorsion dans la logique des cyber. Avant d'aller un petit peu plus loin, est-ce que là-dessus, sur les modes opératoires, vous avez des questions ou des zones d'ombre à nouveau ou des cas que vous avez pu On vous fera passer d'ailleurs la présentation, oui, on est d'accord à chacun de vous. On va voir le détail. Est-ce que vous aviez en tête cette logique industrielle des cyberattaques? Non. Parce que souvent, on a l'idée que justement les grandes attaques médiatiques frappent des cibles qu'on connaît tous. Et en fait, c'est la pointe de l'iceberg, mais en dessous, il y a un univers de boîtes ou même d'organisations, associations, collectivités locales, hôpitaux, qui se retrouvent frappés par hasard. La plupart des centres hospitaliers qui ont été frappés ces dernières années ont été frappés par hasard. Contrairement à un certain récit médiatique qui disait que c'était un terrain tactique ou autre. Nous, on a été en gestion de crise par des ingénieurs dans leur vie précédente sur un paquet de ces centres hospitaliers. C'est juste que c'est des grosses organisations mal protégées et que les attaquants sont devant assez facilement. Dernier point sur lequel le cabinet va aider, c'est qu'on insiste lourdement, ce sont vos fameux prestataires informatiques qui ont un rôle clé sur la logique cyber à vos côtés, puisque c'est souvent eux qui vont être vos accompagnements du quotidien sur les sujets informatiques. Il faut vraiment mesurer aujourd'hui que leur métier d'accompagnement quotidien n'est pas un métier de prévention cyber. Les univers sont extrêmement éloignés.
Et pour trouver deux exemples qui sont extrêmement parlants, on les a ici, c'est deux ESN assez significatives qui ont vécu des cyberattaques elles-mêmes massives ces 6 derniers mois. La première, Coaxis, qui a été très largement médiatisée, c'était le leader français des logiciels d'experts comptables. Ça a emmené avec eux 1250 cabinets qui n'ont pas pu travailler pendant plusieurs semaines. Donc ça montre que les prestataires eux-mêmes sont des cibles pour le coup de choix pour les cyberattaquants, qui vont toujours y rentrer de façon industrielle, mais qui vont intensifier fortement leurs efforts sur ces cibles, parce qu'ils savent qu'en en faisant tomber un ou une entreprise, ils peuvent emmener un écosystème entier et donc avoir un levier financier encore plus fort. Le dernier, c'est Axido, qui est plus petit en taille. Ils font une vingtaine de millions d'euros, je crois, de chiffre d'affaires, et qui est tombé il y a 3 ou 4 semaines. Il y en a 4 assurés concernés par cette attaque. Donc de plus en plus, ne raisonnez pas simplement sur votre informatique propre. Je pense que si on faisait l'audit de chacun d'entre vous, vous avez tous de l'externalisation aujourd'hui. Il faut vraiment se dire qu'il faut les emmener avec vous. Et donc on crée régulièrement des points d'échange avec eux pour venir aussi challenger leur propre niveau de sécurité à vos côtés. Et encore une fois, il ne faut pas que vous pensiez que c'est leur travail de faire toute la partie préventive et réponse à incidents cyber. Parce que l'expertise, on l'évoquait, elle est dans la main de quelques ingénieurs en France, quelques centaines d'ingénieurs. Elle est malheureusement pas répartie à l'échelle des prestataires. Axido étant le prestataire informatique de Bailly Lacé. C'est pas totalement du hasard qu'ils apparaissent ici, mais c'est un exemple assez parlant. Alors maintenant qu'on a compris avec Thomas un peu l'état de la menace, et si on devait synthétiser la question pour plein d'entreprises, PME, TPE, c'est pas de savoir est-ce qu'on va être attaqué, mais plutôt quand, avec cet effet de chalut. On va vous présenter rapidement l'utilité, en tout cas la réflexion à avoir d'une couverture d'assurance, parce que qui dit attaque dit potentiellement dommage, et qui dit dommage dit réparation de ces dommages, qui soient matériels ou financiers. Donc je commence un petit peu, sans être parfaitement exhaustif, à essayer d'imaginer quelques types de dommages qui peuvent arriver chez chacun d'entre vous, et en fonction de nos activités, ça peut être forcément les mêmes, mais c'est ce qui peut se passer communément et ce qu'on voit arriver de façon assez régulière chez nos clients assurés, que ce soit avec Stoic ou d'autres partenaires. Le premier, c'est le ransomware. Donc ça, on en connaît assez, c'était le témoignage qu'on a vu en début d'interview, enfin en début matinal, pardon. Ransomware, tout est bloqué et globalement, vous avez sur vos écrans d'ordinateur pour envoyer 200 bitcoins à tel endroit, vous pouvez faire plus rien. On s'en rend compte très vite, on n'a pas de doute sur le fait que ce soit une attaque, mais on est complètement bloqué et on ne peut plus travailler. Et donc derrière, il peut y avoir plein de sujets de faire. Qu'est-ce qu'on fait quand ça se passe? Il y a deux choses. Il y a ce que ça va nous coûter en temps perdu, entre guillemets, et ce que ça va nous coûter en lutte contre ça. Deuxième type de dommage qu'on voit souvent, c'est des détournements de fonds. Donc là, c'est moins visible que sur une partie rançon. L'attaquant est rentré chez vous par un phishing par exemple, il a les coordonnées de la boîte mail du DAF et avec un petit robot automatique, sur chaque facture qui part ou qui arrive, il change le RIB. Et en fait, on s'en rend compte 6 mois plus tard que ça fait 6 mois qu'on envoie de l'argent et puis c'est pas notre prestataire logisticien qu'on a payé. Donc 6 mois il a appelé en disant ça fait 6 mois que vous n'avez pas payé, on dit bah si, bah non, bah si, bah sur quel RIB, et là on se dit mince. D'accord? Donc ça, cas assez classique, et à la fin ça peut être des dizaines, des centaines de milliers d'euros en fonction de votre volume d'activité qui peuvent être détournés. Dommage majeur. Troisième dommage qui est moins direct, moins palpable, mais dont on commence à entendre parler de plus en plus, on entend beaucoup parler aux États-Unis, une logique très judiciarisée, et ça commence à arriver en France, c'est la fuite de données. D'accord? Si je prends un exemple, ça va être plus parlant. Si vous êtes un centre de soins, vous avez de la donnée personnelle sur vos patients. Carte vitale, nom, prénom, éventuellement carte bleue pour pratiquer les soins, si vous êtes un Doctolib ou quelque chose comme ça, et vous tarifiez. Vous avez donc ça dans vos bases de données. D'accord? Et le pirate, si on n'est pas dans le cas d'une rançon d'un étonnement, il vient, il exfiltre votre base de données, et il va la revendre sur le dark web. Et sur le dark web, il y a des gens qui ça achètent parce que ça les intéresse, ils font juste sur l'identité, et éventuellement ils vont ouvrir des comptes en banque, louer des voitures en leasing ou des choses comme ça, avec votre identité. Je crois qu'à titre informatique, je ne sais pas si tu as la même info Thomas, une identité complète sur internet, ça s'achète entre 150 et 200 euros. D'accord? Donc quand on dit que l'hôpital de Créteil a été hacké, ils ont la donnée, avec ça, vous recréez la vie de quelqu'un, ça vaut 200 euros, vous en piquez 1000 sur des boîtes, je ne sais pas quel volume de données vous avez chez vous, mais vous imaginez assez vite la valeur que ça peut avoir. Et donc ça, sur la fuite de données, on regarde ensuite, les gens dont la donnée, par votre faute involontaire, aurait fuité,
sont légitimes à vous dire, bah écoutez, moi ma vie maintenant elle est un peu pourrie, je vous mets en cause parce que il y a un gars qui loue des voitures en leasing tous les week-ends et qui perd ses points, enfin qui perd mes points en l'occurrence, tous les week-ends. Voilà quelques cas, je pourrais en citer un quatrième qui est intéressant, que la période est propice sur la perte d'exploitation. On a été assez marqué pendant le Covid avec la perte d'exploitation des hôteliers. Mais si je prends un exemple, alors je ne suis pas très au fait, mais je crois que les soldes commencent demain ou après-demain. Si on prend l'exemple d'un e-commerçant qui ont des chaussures sur Internet à la veille des soldes, c'est un sinistre qu'on a connu avec Stoic, attaque la veille ou l'avant-veille des soldes, le site e-commerce en rade, d'accord? Donc le reste de l'entreprise peut tourner, on n'est pas sur un cas de rançon, mais impossible d'envoyer une paire de chaussures, ni de facturer. La veille des soldes, chaque jour qui passe, c'est 50 000 € de manque à gagner. Et donc, même logique que nos amis hôteliers pendant la période Covid, chaque jour de solde qui passe, c'est un manque à gagner. Donc, à la fin de l'année, il manquait 200 ou 300 000 € de chiffre d'affaires, ce qui représentait 100 ou 150 000 € de marge. D'accord? Donc, il y a une perte en période. Voilà un peu le type de dommage. Maintenant qu'on a vu l'état de la menace, les pirates ils viennent chez vous, mais ils ne viennent pas juste pour regarder et visiter, ils viennent pour causer des dégâts. Et donc, s'il y a des dégâts, il y a une réflexion à avoir sur la couverture assurantielle, à avoir. Donc en réponse à ces différents dégâts possibles, il y a la mise en place il y a une réflexion à avoir ce qu'on conseille à chacun de nos clients autour de la mise en place d'un contrat d'assurance avec Stoic ou d'autres assureurs du marché. On aime bien Stoic en l'occurrence, mais on n'a pas peur d'en faire la promotion, et visant à mettre en place différents types de garanties. D'accord? Donc là, je vais vous donner un peu les grandes familles de garanties. Ce n'est pas toujours les mêmes dans tous les contrats. Bien sûr, il faut les adapter en fonction de vos problématiques de business. Donc vous allez voir comment elles peuvent répondre aux différents dommages qu'on a évoqués jusqu'à maintenant. Premièrement, l'assistance. Si vous ne deviez avoir qu'une seule garantie dans votre contrat cyber, prenez de l'assistance. C'est le plus important. Vous l'appelez comme vous voulez, la hotline, le bouton rouge, mais c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais le jour où je ne peux plus rien faire, le jour où c'est le bordel généralisé dans mon entreprise. Voilà. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, le plus tôt on intervient, le plus tôt on arrive à circoncire la donnée du problème, le plus tôt vous réagissez et vous arrivez à limiter les dégâts de façon massive. C'est le plus important, d'accord? Ensuite, vous allez voir toute une palette de couvertures qui vont servir à couvrir vos dommages directs, d'accord? Donc évidemment, la prise en charge de tous ces experts, parce que ça a un coût. Donc il y a la prise en charge d'experts informatiques, mais on pourra avoir des experts juridiques s'il y a des sujets à la fuite de données, la prise en charge d'experts en termes de réputation, parce que parfois on peut arriver dans des situations où, vous l'avez vu, avec l'histoire des opérateurs de tiers payants, là en janvier on disait il y a 30 millions de Français qui ont été tiers payants. Je pense que l'image de ces gens-là dans la tête des Français, bien que souvent ils soient en seconde ligne derrière les assureurs et les mutuelles, je pense qu'ils en ont pris un petit coup. Donc voilà, on pourrait imaginer ce genre de dégâts. Donc ça va être un peu sur la partie expertise pendant la gestion de crise et le financement de la gestion de crise, mais ensuite post-gestion de crise, vous pouvez avoir plein de coûts directs, remise en place de l'infrastructure, vous pouvez avoir un serveur qui est cramé parce que le hacker a fait une politique de terre brûlée. Vous savez ce que c'est que de racheter un serveur, je ne sais pas à quelle date vous l'avez remis à jour. Voilà. La perte d'exploitation, je citais tout à l'heure un exemple, peut être couverte, en option ou pas dans certains contrats. Si vous avez un business model type e-commerce, ça peut avoir du sens. Et j'en cite une dernière là, dans les dommages directs que vous pourriez avoir, qui est la rançon. Il y a longtemps eu des débats en France, est-ce qu'on indemnise, est-ce qu'on discute avec les terroristes, un peu comme avec les preneurs d'otages, est-ce qu'on paye les rançons ou pas? Le législateur a un peu tergiversé dessus. Pendant longtemps, on disait non, donc tous les assureurs disaient non, nous ne payons pas les rançons, et tant pis pour chaque entreprise. Finalement, aujourd'hui, il y a plein de chefs d'entreprise qui se retrouvaient un peu sans solution, parce que parfois c'est rare, il n'y a pas d'autre solution que de payer la rançon. Et voilà, donc ça peut être pris en charge, pareil, en option dans certains contrats, de pouvoir payer la rançon. Il me semble que la rançon, c'est à peu près 20%. Aujourd'hui sur le marché, le modèle de ransomware, c'est à peu près 20% des attaques, d'accord? Mais ce n'est pas la majorité. Et dans ces 20% des attaques, c'est très rare que les experts cyber aient besoin d'aller jusqu'à payer la rançon pour récupérer la donnée. Pour rebondir là-dessus, vous donner de la vision du coup, de nos équipes de réponse à incident qui gèrent toute l'année des ransomware. Imaginez que si on a bien fait le travail préventif en amont et que vous avez des ingénieurs qui ont sauté très tôt sur l'incident, vous vous mettez en situation rapidement de repartir sans avoir à payer l'attaquant. Le gros des rançons qui sont payées en France aujourd'hui sont payées par des entreprises mal accompagnées, non couvertes d'un point de vue de l'assurance, et qui font qu'ils se disent le lendemain matin du ransomware, mon entreprise va disparaître ou je paye 50, 100, 200 000 euros. Je dois éviter si l'entreprise peut se perdre.
Donc je rebondis sur ce que dit Grégoire, c'est vrai, c'est hyper marginal, simplement il faut que ce soit prévu dans votre contrat parce qu'il y a quelques rares cas où on peut être tenu par un manque de maturité informatique de l'entreprise de devoir payer. C'est une garantie dont on a beaucoup parlé, mais qui finalement sert assez peu, qui est rassurante pour l'entreprise, mais dans les faits, on voit que c'est pas celle qui est le plus appelée sur les contrats. Donc voilà, après la réponse à l'incident, tous les dommages directs que vous pouvez subir, et ensuite, sur les contrats d'assurance cyber, on va pouvoir prendre en charge les notions de responsabilité civile, parce que quand vous êtes victime d'une attaque, potentiellement, ça va causer des dommages en chaîne chez des tiers. Je fais un petit aparté sur l'aspect responsabilité civile parce qu'on a tous tendance à penser qu'on a un contrat de responsabilité civile professionnelle qui couvre votre entreprise et les salariés pour les dommages qu'il pourrait toucher. Avec l'émergence du risque cyber, les assureurs, enfin, tous les assureurs du marché excluent ou sont en train d'exclure de façon systémique les attaques cyber de leur contrat RC. D'accord ? Le risque devient systémique, on est quasiment à la même échelle que les sujets climatiques, on ne sait pas trop dans quelle dimension on va. Donc les assureurs ils disent c'est plus un sujet professionnel, ça devient un truc qu'on n'a pas la main et il faut des contrats spécialisés. Donc ne croyez pas que vous êtes couvert au titre du cyber par votre contrat RC. Si vous voulez des garanties RC, il faut les prévoir dans un contrat cyber. D'accord ? Si l'événement initial c'est une prise en main de votre outil informatique, vous ne serez pas couvert au titre de RC. Donc on peut inclure des dimensions de RC dans vos contrats cyber. On ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, on aimerait bien, moi j'aimerais bien, je discute souvent avec Thomas et d'autres assureurs en disant bah non, il y a des trous dans la raquette. Mais on peut déjà mettre certaines choses. Il y a 3 grandes familles de garanties qu'on peut appeler dans les contrats de sécurité civile. La première, ça va être tout ce qui est lié à la fuite de données. D'accord ? Donc ça, sur le modèle un peu anglo-saxon qu'on a vu avec le système des class action, où il y avait plein de petits Américains qui se liaient entre eux pour faire une class action contre tel opérateur où leurs données personnelles avaient fuité dans la nature. On commence à voir ça arriver en France. Et donc, vous pouvez être potentiellement mis en cause par vos clients qui vous disent, c'est ce que je disais tout à l'heure, attendez, moi, je considère avoir subi un préjudice parce que, par votre faute, involontaire souvent, mes données personnelles ont fuité dans la nature. Ça peut être pris en charge avec tout ce qui va être démarche auprès de la CNIL, respecter le règlement RGPD, ces choses-là. Ça peut être couvert. La deuxième famille de garanties qui va être, pour être en quotidien sur les civils, c'est tout ce qui va être, on appelle ça transmission de virus. Alors c'est pas forcément de virus, mais c'est l'attaquant par votre système d'information, parce que vous êtes connecté en API ou avec des liens informatiques avec d'autres prestataires ou partenaires, passe par chez vous pour faire le pont chez un tiers. À ce moment-là, les dommages indirects causés chez le tiers sont couverts s'ils vous mettent en cause en disant bah oui, c'est pas votre faute, c'est par vos manquements sur votre sécurité informatique qui sont arrivés chez moi. Ça pourrait être mis en cause. Donc voilà les 2 principales familles qui peuvent être invoquées dans la sécurité civile. Il y en a une dernière qu'on va arriver sur le marché français qui est la RC Média, d'accord. Ça aussi pareil, c'est très américain. Elle n'a encore jamais été appelée en France sur le marché français. Je vous donne un petit exemple. Vous êtes LVMH et puis quelqu'un prend la main sur vos réseaux sociaux type Instagram et vient mettre des bannières de Daesh ou de l'État islamique. Petite perte d'image pour LVMH, mais pourrait y avoir des égéries LVMH. Marianne Cotillard qui dirait ben moi je vous mets en cause LVMH parce que j'ai associé mon image à celle de votre groupe et votre groupe est maintenant associé à celle de Daesh. Voilà. Là pareil, c'est très américain, c'est possible d'en mettre aujourd'hui, c'est encore moins utile que le sujet de la rançon de Jack. Donc voilà un peu sur l'utilité d'avoir un contrat d'assurance. Je vous souhaite évidemment de jamais avoir à vous en servir, mais on a compris, logique de chalut, il va sûrement y avoir des sujets qui vont émerger. Le contexte en ce moment en France, ça bouillonne. Avec les JO, les grands événements sportifs, enfin, il y a beaucoup de mouvements en ce moment. Il y a des dommages directs et indirects qui sont certains dans chacune de vos entreprises, différents en fonction de vos business models, et des réponses qu'on peut trouver dans des contrats d'assurance pour pas se mettre à plat votre activité. Je vous donne juste un petit chiffre qui vient de l'ANSSI ou de la MRAE. Chez les ETI, le sinistre moyen cyber, il est autour de entre 150 et 250 000 euros. Donc je prends une boîte qui est une ETI, en moyenne, un PET, que ce soit sur un ransomware, un détournement de fonds ou même des APRC, l'assureur indemnise en moyenne 150 à 250 000 euros. Je vous laisse faire les mathématiques, mais sur certaines entreprises, on peut être un peu tendu en termes de trésorerie. C'est aussi grave qu'un incendie sur un entrepôt ou une crise Covid. D'où l'utilité d'envisager ces protections pour pas que ça vous mette à part. Peut-être en revenant de ce que dit Grégoire, parce qu'on est bien placé aussi pour observer
Les chiffres de la sinistralité, nous on a traité à peu près 180 incidents de sécurité l'an dernier, 23 ransomware, donc 23 crises majeures qui bloquaient les entreprises en totalité. Sur un portefeuille de 3000 PME TI, donc ça montre quand même le fait qu'il y a quand même régulièrement des attaques. Et je me méfie par contre des moyennes, typiquement les chiffres de l'AMRAE, on se mérite de faire émerger quelques chiffres, mais ça les moyennise. Nous on voit des boîtes surtout qui, sans avoir une réponse à un incident efficace, aurait disparu. L'histoire de Somagic, c'est assez clair. La boîte avait des décennies. Le gars Nicolas s'est vu voir partir sa boîte en 3 jours. Il n'avait plus rien. Il avait perdu les plans, l'histoire, la compta, la paye, etc. Il ne savait pas comment repartir demain matin. Il avait un entrepôt des collaborateurs, mais il était incapable de repartir. Donc il faut vraiment imaginer que la perte d'exploitation, c'est notre risque numéro 1. C'est 80% de ce que les assurances cyber analysent chaque année. C'est pas un risque juste éthéré, c'est l'arrêt d'activité qu'on vient compenser. Et donc ça devient vraiment le complément à tous vos contrats classiques, incendie. Le ratio il est de 1 à 10, vous avez 10 fois plus de chances d'être frappé d'une cyberattaque que de subir un incendie total sur votre entreprise. Heureusement, on va vous dire ce que vous avez d'incendie. Et ça vous donne un peu la prégnance de ce risque-là. Ce qui fait qu'aux États-Unis, on y revient et puis on va se parler prévention. Aux États-Unis, 40% des entreprises sont couvertes, quels que soient les secteurs d'activité. En France, vous avez un ordre de grandeur des entreprises couvertes. Ouais, on est autour de 1%. Les ETI le sont à 15-20 points. J'ai encore un énorme travail à faire sur les ETI, qui est notre cœur de cible aujourd'hui dans les entreprises de 50 à 800 millions. Mais sur les PME, on vient également apporter une solution qui répond, parce que tout le travail est devant nous. Et vos donneurs d'ordre américains, si certains sont concernés, demandent de plus en plus maintenant l'attestation cyber pour contractualiser. L'aéronautique française va demander à toute sa filière des garanties cyber jusqu'aux sous-traitants durant 5 ans. Donc ça va venir de plus en plus dans les logiques de gestion des risques en bon père de famille. Alors chez celui, le contrat d'assurance, c'est important, mais on a surtout cette logique préventive qui va nous obséder. On vous donnera le support, mais simplement ce qu'on aime bien dire, nous, c'est qu'en cyber, le but, c'est pas que vous deveniez Thales demain matin. Ça n'arrivera pas. Par contre, si vous rehaussez ne serait-ce que de quelques centimètres la hauteur de la clôture, les attaquants ne passeront plus la tête. Et les efforts sont vraiment à portée de main. Et parfois à budget zéro au sein de l'entreprise, c'est souvent plus de l'organisation que de l'investissement. On vous donne quelques exemples extrêmement bateaux, et c'est les plus robustes qui fonctionnent. La double authentification, ça parle à certains d'entre vous. Vous l'avez parfois avec votre banque, systématiquement dans votre banque. Vous faites une opération un peu majeure, un virement, un changement de bénéficiaire de risque ou autre. En fait, on devrait l'avoir derrière tous nos actifs clés. Donc, vous devriez l'avoir derrière votre boîte mail, vous devriez l'avoir derrière vos principaux logiciels SaaS, derrière les accès à vos logiciels de comptabilité, de paye, je ne sais quoi. Ce n'est pas une demande systématique à chaque connexion, ça viendra vous interroger si l'application se rend compte que vous cherchez à l'interroger depuis un poste qu'elle ne connaît pas. Tout simplement pour éviter que demain, si vous faites voler les clés, comme je le décrivais tout à l'heure, par un attaquant qui est aux Seychelles, en Estonie ou je ne sais où, bah, il soit bloqué puisqu'il n'aura pas la deuxième clé pour rentrer dans la maison. Ça repousserait à peu près 90% des ransomware qu'on a traités chaque année si on avait de la double authentification présente partout. Parce que c'est tellement pénible pour un attaquant de passer au-dessus, et il y a tellement d'entreprises à côté qui n'ont pas fait le boulot que entre deux, à nouveau, la logique d'opportunité va prévaloir, donc il va vous abandonner et aller s'intéresser à la cible suivante. Deuxième élément, c'est les mots de passe robustes. C'est une évidence, sauf que c'est pas si évident que ça. Si vous n'avez pas de logiciel pour stocker vos mots de passe, vous ne savez pas, pour chacun de vos usages, créer un mot de passe robuste. Donc on vous recommande de plus en plus, et à nous assurer, d'avoir des logiciels qui font ce travail-là, ce qu'on appelle des coffres-forts électroniques ou des gestionnaires de mots de passe. Vous allez reconnaître un seul mot de passe sur ce gestionnaire, et lui va inventer ensuite des clés plutôt que des mots de passe, d'ailleurs des clés de chiffrement pour l'intégralité de vos usages. On me dit toujours oui, mais si le gestionnaire se fait lui-même cyberattaquer, ça peut arriver. Déjà, il sera au courant très très tôt, donc il pourra demander à ses utilisateurs de réagir rapidement et ils pourront relancer une génération de mots de passe de toutes les utilisations très rapidement. Alors que si vous ne le faites pas, souvent vous faites voler un mot de passe sans le savoir sur une base fuitée, LinkedIn, Deezer, la Fnac, je ne sais quoi. Et vous avez souvent le même pour tous vos usages. Et donc sans le savoir, l'attaquant est en train de l'exploiter. Et vous allez vous rendre compte souvent sur une usurpation d'identité, des virements frauduleux,
des choses pas très bonnes. Les sauvegardes, c'est notre marotte, mais j'insisterai pas tellement auprès de vous, mais auprès de vos prestataires informatiques. À nouveau, le cabinet est habitué aux visios qu'on fait à vos côtés et aux côtés de vos prestataires. C'est souvent eux qui vous disent oui, vous inquiétez pas, on a 2 rangs de sauvegarde, c'est redondé, multi-site, etc. Dans l'immense majorité des cas, c'est accessible à l'attaquant. Peut-être qu'en effet, votre entreprise parisienne est redondée à Périgueux ou à Dunkerque, mais la géographie en cyberattaque, ça ne vaut rien. Si elle est connectée en permanence à votre système, l'attaquant, avec un petit peu de travail passif, va la découvrir et ira du coup chiffrer ce rang de sauvegarde. Sur Magic, il y avait 3 rangs de sauvegarde, et tout a été chiffré. Et il travaillait avec le 2e prestataire national. Tairait le nom, même sous la torture, mais qui lui avait vendu ça comme le nec plus ultra des solutions de sécurisation de sauvegarde. Donc n'hésitez pas à nouveau, dans le diagnostic, on le fait systématiquement, à venir nous demander de challenger vos solutions de sauvegarde externalisées. On vérifie un peu la résistance. Et c'est assez simple à faire. Ça peut vous sembler une montagne, pour nous c'est vraiment le quotidien. On reste jamais passif du coup chez Stoic, et l'idée c'est que nos 3000 clients, depuis la TPE unipersonnelle jusqu'à l'entreprise de plusieurs milliers de salariés, bénéficient des mêmes outils de prévention. Vous y avez tous accès en inclusion dans le contrat d'assurance. Le premier outil est assez simple, ça va être un scan qui va faire le travail que fait un attaquant dans votre dos. C'est-à-dire qu'on va vérifier toutes les semaines que votre système informatique depuis l'extérieur ne présente pas de brèches, de failles, de portes, de fenêtres ouvertes sur votre système. C'est donc un robot de découverte. Je ne vais pas vous aller dans le jargon technique pour vous expliquer les détails du fonctionnement, qui va en permanence surveiller, faire une vigie autour de votre entreprise. Donc c'est le scan que vous voyez en haut à gauche et il tourne tous les vendredis soirs pour vous prévenir d'une éventuelle alerte. Ensuite, on a la simulation de phishing, c'est souvent celui qui vous plaît le plus lors des vidéos qu'on fait ensemble. C'est qu'on va régulièrement envoyer à vos collaborateurs comme aux dirigeants de l'entreprise des campagnes de mail malveillants. Bien foutu. On a 2 ingénieurs dédiés à ça, qui ont mis de l'IA maintenant derrière, donc les modèles sont en permanence renouvelés. Ils vont de plus en plus s'adapter à vos secteurs d'activité et à la typologie de vos entreprises pour vérifier si la vigilance utilisateur est suffisante. Ça vous donnera, vous, un peu de vision sur les parties les plus faibles de l'entreprise, celles qui bénéficieraient bien de 2 ou 3 heures de formation sur ce sujet cyber. Et dès que le collaborateur ou le dirigeant se fait avoir, ça peut arriver même au dirigeant, il a un écran qui s'ouvre sur son poste et qui lui dit « Vous auriez pu vous faire cyberattaquer ». On vous propose une petite formation. Ce n'était qu'un exercice, mais formez-vous en 5 minutes. Des modules de formation, on en a beaucoup plus. Après, vous aurez une bibliothèque de collaborateurs également dedans. Et le dernier aspect que vous avez en haut à droite, c'est là où on vient creuser un petit peu la confiance qui n'exclut jamais le contrôle auprès de vos prestataires, c'est qu'on est en capacité de faire tourner des scans internes cette fois-ci, une fois que vous êtes assuré stoïque, pour vérifier ce que pourrait faire un attaquant s'il franchissait la porte. Et c'est souvent une demande des dirigeants d'entreprise de dire ok, on pense être plutôt costaud, on a investi, on a bien repensé notre système. Qu'est-ce que ça donnerait réellement si on avait une présence malveillante sur Bien entendu, c'est non destructif, hein, c'est simplement des tests de configuration. Mais ça aide beaucoup nos clients à rehausser le On vous donnera les slides pour que vous ayez vraiment le détail à chaque fois de chacun de ces outils. Je termine du coup par un point important. On n'est pas exclusivement des vendeurs de peur sur ce sujet cyber. À nouveau, on se rend vraiment compte, nous, au fur et à mesure des centaines de vidéos qu'on fait au côté des métiers partenaires, que la logique préventive, elle est vraiment extrêmement accessible pour vous. Il faut simplement vous mettre les yeux et les doigts sur les bons sujets. Du coup, on le propose à assez peu de courtiers partenaires, mais c'est ce qu'on a accepté de faire pour les dirigeants du cabinet Bailey d'Assel, c'est de vous proposer, alors pour une vingtaine d'entreprises du portefeuille, de vous faire bénéficier d'1 heure justement de visio. Alors c'est quoi cette heure de visio? C'est quelque chose qui normalement est assez coûteux et assez peu accessible aux PME, mais on vous demande de venir avec votre prestataire informatique ou votre responsable informatique interne. Et on va refaire une découverte un peu à 360 degrés, comprendre un peu votre métier, rentrer. Les entreprises de tous les secteurs, on en a vu beaucoup, donc on s'adapte assez vite. Comprendre après comment votre système informatique fonctionne, touchez-vous, externalisé, mixte, pour comprendre un peu où est la maîtrise du risque. Et ensuite, on va très vite comprendre les 2 ou 3 scénarios qui pourraient bloquer votre entreprise de façon concrète, pas théorique, pas une vue de l'esprit, mais vraiment adaptée à votre entreprise. Et dans la foulée du diagnostic, là, vraiment, après,
on redonne complètement la main au cabinet BAV pour dimensionner le contrat d'assurance et puis peut-être vous donner une feuille de route cyber. Ça, après, c'est à prendre ou à laisser, mais ce que les ingénieurs chez nous auraient perçu de prioritaire sur une entreprise comme la nôtre. C'est un travail que nos ingénieurs faisaient avant pour le CAC 40. Ils étaient tous issus du plus gros cabinet de la place et ils faisaient ça beaucoup pour des grands comptes. Et ils trouvent ça maintenant beaucoup plus intéressant de le faire sur des entreprises qui sont moins entourées, qui ont moins aussi de budget à consacrer à ça. Donc c'est dense, c'est leader montre en main, mais c'est assez lumineux pour vous. C'est toujours un challenge de résumer un sujet aussi complexe en moins d'1 heure d'intervention, mais on avait laissé un grand espace pour les questions-réponses. On peut entraîner juste sur le point du partenariat. On vous avait proposé aussi en partenariat avec Stoic, lors de votre inscription, d'avoir un scan externe, de bénéficier d'un scan externe. Vous avez été certain à nous donner vos coordonnées pour qu'on le fasse. On va vous l'envoyer dans les prochains jours. On ne voulait pas vous l'envoyer en amont de la matinale, de cette matinale. Enfin, vous ayez un peu le contexte avant de pouvoir le recevoir et le lire en connaissance de cause. On vous l'enverra et l'idée c'est effectivement de pouvoir rebondir là-dessus pour si vous n'êtes pas à 100%, et même si vous êtes à 100%, parce que comme le disait moi derrière les sujets de sauvegarde, de pratique et ça est bon, ça ne veut pas dire que derrière la muraille, tout est bien en jeu. Donc voilà, ne vous inquiétez pas de ne pas avoir reçu encore ces scans, c'est l'outil dont parlait Thomas juste avant, donc ce sera un très bon moyen de l'illustrer. Vous êtes certains être déjà sur HS Stoic aujourd'hui, vous pouvez le comparer, et pour les autres, on les fera parvenir, je pense d'ici la fin de la semaine, pour que vous puissiez bénéficier de cette petite offre-là. Voilà. On peut se laisser peut-être 10 minutes de questions-réponses sur le sujet cyber avant de passer au suivant. Si vous avez Des JO jusqu'à votre situation personnelle, n'hésitez pas, c'est toujours le plus intéressant. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur le label France Cybersécurité? Ouais, je vais vous dire une chose, des labels en général sur la cyber. On aime bien les labels en France. C'est souvent une bonne manière de faire comprendre qu'une solution est sérieuse. Nous, on est plutôt au sein de l'équipe technique, ce qui n'est pas mon cas, mais l'équipe technique est vraiment opposée à la labellisation cyber, parce qu'elle peut vous donner l'illusion, souvent côté prestataire, que vu que vous avez retenu un prestataire qui est lui-même labellisé, vous pouvez fermer les yeux sur ce risque. Et on aime bien dire que des très grands comptes multinationales, pas nouveau, consacrent parfois des millions d'euros chaque année et des équipes de plusieurs dizaines de personnes au sujet cyber, et pourtant subissent quand même des événements cybersécurité majeurs. Donc ça vous donne l'illusion d'une protection totale qu'il n'y a pas. Il y a un seul label qui est assez important, qui est le seul par nous qu'on a choisi de rallier alors qu'on aurait pu en déclencher une dizaine au sein de l'équipe technique. C'est ce qu'on appelle l'InterCert. Donc le CERT, vous avez compris, c'est ces experts très peu nombreux qui sont capables de faire de la contre-offensive. Et tous ceux qui sont présents dans les entreprises du CAC 40, dans les ministères en France, auprès de la DGSI ou d'autres organismes, ont choisi de se réunir pour partager. Parce qu'en cyber, les attaquants sont dans le partage complètement sur le darknet, mais en face, il y avait souvent des logiques de silo. Et nous, on a intégré il y a maintenant plus d'1 an l'InterCert France, justement, qui est une communauté très resserrée. Vous avez les grands donneurs d'ordre de l'aéronautique, les grandes banques françaises, la DGSI, etc., pour bénéficier de ce partage permanent d'informations. Chacun vient débriefer ses attaques de façon très ouverte sur ce canal. Et une logique de solidarité, ça va faire le lien avec les JO, qui est hyper précieuse pour nous, c'est que si un soir on se retrouve avec 10 de nos assurés plombés dans le même événement cyber, on peut faire appel à la logique de solidarité de l'InterCert et donc avoir une équipe de la DGSI, de l'ANSI, d'Orange Cyberdéfense ou autre qui viendra en support et en rebond des attaques sur lesquelles on a joué. Et on sait que pour les JO, pendant quelques semaines, la logique de solidarité va jouer à plein pour plein d'équipes de réponse ainsi. Donc très peu de labels vraiment fiables, même ceux de l'ANSI, on fait pression, enfin notre directeur technique fait pression auprès de l'ANSI pour retirer certains labels que vous pouvez obtenir en 15 heures de formation en ligne. Aucun collaborateur d'une entreprise peut obtenir en 15 heures de formation. Donc ça a un effet. De façon anecdotique, on parlait tout à l'heure d'Axido, qui est notre prestataire, dont on parle en plus cause, ils sont labellisés France Cybersécurité, ça leur a pas empêché de subir une attaque. Alors nous, Thomas m'a tellement cassé la tête avec la prévention et tout, nous chez BVC on n'a pas subi quoi que ce soit, mais on sait qu'il y a d'autres clients d'Axido qui ont été touchés, ils sont labellisés, le label ne protège pas. Non, plus que ça. Non. Et comme on le dit très souvent au cabinet, plus un prestataire va être en sentiment de maîtrise sur le risque cyber, plus ça nous inquiète. Ça fait nous, quand on rencontre des DSI de très grosses ETI, notamment dans la filière aéronautique,
qui sont des mecs extrêmement pointus, eux nous disent on est preneur de toute information qui pourrait nous aider à nous challenger. Et à côté de ça, on a des prestataires parfois locaux avec quelques collaborateurs qui se disent non, non, nous on est en maîtrise totale du sujet, c'est sous contrôle. Celui qui se sent en maîtrise, c'est qu'il n'a pas vu l'ampleur de la menace. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viendraient avec vos cas particuliers? C'est ça qui nous intéresse moi aussi sur Est-ce qu'il y a des secteurs plus... Enfin, j'imagine qu'effectivement le e-commerce, les plateformes de vente en ligne sont plus touchés, mais est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres? Alors il y a toujours un peu les deux éléments dans la question, c'est que la logique elle est opportuniste sur la masse, comme on peut la dire, c'est-à-dire quand un attaquant scanne tous les jours des milliers d'infrastructures, il ne sait pas quels sont les secteurs d'activité qu'il y a derrière. Il ne connaît même pas souvent le pays concerné, ni la taille de l'entreprise, ni son secteur. C'est quand ensuite la cible va être revendue, il y a un marché secondaire souvent sur le darknet, que certains attaquants vont se spécialiser par secteur. Parce qu'ils vont se dire qu'un acteur du e-commerce va être appétent à payer très vite, alors qu'un acteur des services assez classiques pourrait laisser traîner pendant plusieurs semaines. Donc il y a certains secteurs qui sont plus à risque pour certains groupes d'attaquants, mais par contre on n'a pas de statistiques qui nous disent tel secteur est surreprésenté avec des coefficients énormes, ou à l'inverse, tel secteur échappe complètement aux cyberattaques. Et vraiment cette image du chalut. On a un gros portefeuille industriel, du manufacturing un peu lourd parfois, des entreprises en 3 bits, avec de l'internationalisation. Ils sont souvent inconnus à 10 km autour de chez eux. Et pour autant, ce sont des cibles de choix parce qu'ils ont des infrastructures très répandues, tentaculaires. Donc plus vous avez une infrastructure large, plus les portes d'entrée, les fenêtres d'entrée sont nombreuses. Donc il n'y a pas de logique sectorielle. Il n'y en a plus. Est-ce qu'on peut dire selon toi que sur une entreprise cible, parce qu'on a quand même parlé de certains secteurs, des hôpitaux quand même qui sont des bonnes cibles, ou des ministères, des choses comme ça, est-ce qu'on peut dire, parce que je me trompe, si on dit que si un hacker veut rentrer quelque part, s'il a décidé de rentrer ici parce que cette entreprise-là ou ces données-là l'intéressent, globalement il rentrera. Ce qui est moins notre sujet quand on est sur le traitement de la masse, et nous chez nos clients ETI, on est dans une autre logique qui est... Juste de rehausser un peu le niveau, c'est-à-dire qu'un groupe d'attaquants sous sponsor étatique, à qui un État dit on vous donne carte blanche et le temps que vous souhaitez pour faire tomber une cible, ils la font tomber. On le voit notamment alors, sur la partie très haute de l'aéronautique, en espionnage industriel, c'est impossible de sécuriser les entreprises totalement. Vous, c'est pas vraiment votre sujet. Ce qu'il faut que vous ayez vraiment en tête, c'est vraiment cette image soit du mur où il faut juste rehausser de 20 cm pour ne plus avoir un passage de test possible, ou alors le lion et la gazelle où il suffit d'être juste la gazelle un petit peu plus rapide que celle d'à côté. C'est vraiment cette logique-là, ils sont opportunistes à nouveau. Dès que vous allez durcir un peu le niveau de sécu, ils vont passer à la cible d'après. C'est vraiment le message qu'on fait passer à tout le monde. Une dernière, oui. Plutôt curiosité, et si vous avez des statistiques, des informations sur qui mène les attaques, est-ce que c'est des privés qui souhaitent... Ça fait partie de notre métier, donc dans l'équipe technique et dans l'Intercert, on fait énormément d'analyses chaque année sur la menace cyber, l'évolution de la menace, les modes opératoires, les groupes d'attaquants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait une spécialité massive sur la zone ukrainienne et par rebond en Russie sur la cybercriminalité, qui était une des premières contributions au PIB, je pense, en local. Les ingénieurs informatiques ont des voitures très belles dans ces pays-là, avaient des voitures très belles dans ces pays-là. Donc il y avait un arc vraiment de cybercriminalité lourde en ransomware sur l'Ukraine et la Russie. Après, on a sur les fraudes, typiquement, on a souvent l'arc balte. On ne se l'explique pas, c'est un peu le deuxième rang des cyberattaquants, c'est assez basique la fraude aux faux virements. Aujourd'hui, on voit beaucoup de menaces sur ces pays de l'arc balte. Après, en réponse plus générique, dès lors que vous êtes dans un pays avec peu d'extradition, des services de police assez light ou conciliants, vous avez tout intérêt à vous y implanter si vous êtes un groupe de cyberattaques. Et par contre, ils fonctionnent comme des PME. Donc ce ne sont pas des individus seuls, ce sont très peu des individus seuls. Ce sont des réseaux, des franchises qui cherchent à recruter, qui ont besoin d'avoir une bonne image dans l'univers de la cybercriminalité. On voit vraiment une logique d'entreprise assez basique. Une dernière où on a fait le tour. Et ben merci beaucoup pour votre attention.
Et je libère l'estrade. Merci. Merci. On va évoquer le deuxième sujet de notre matinale, qui est la responsabilité civile des dirigeants, qu'on appelle aussi la responsabilité civile des mandataires sociaux. Concrètement, vous avez tous dans la salle déjà une responsabilité civile familiale, que je rappelle responsabilité civile vie privée. C'est beaucoup pour le week-end, dans vos activités privées, vous allez dans un magasin, vous retournez, vous êtes tombé à base, vous êtes couvert pour ça par le biais de votre responsabilité civile vie privée qui inclut automatiquement dans tous les contrats d'habitation que vous avez. Donc ça, c'est la responsabilité civile vie privée. Au titre de l'entreprise, vous avez la responsabilité civile professionnelle et exploitation. En revanche, vous avez également les dirigeants qui peuvent être mis en cause sur leurs biens propres lorsqu'ils prennent des décisions ou au contraire des non-décisions également. C'est ce qu'on appelle donc la responsabilité civile des mandataires sociaux. Le fait qu'ils soient dirigeants les met en fragilité sur leurs biens propres, que ce soit des dirigeants d'associations ou que ce soit des dirigeants d'entreprises. Sachant qu'on part toujours de la même définition que pour la responsabilité civile professionnelle, selon laquelle toute personne ayant causé un dommage à autrui doit réparation. Ça, c'est vraiment le fondement juridique sur lequel s'appuient les contrats d'assurance responsabilité civile des dirigeants, sachant que les motifs de mise en cause sont vraiment très variés, puisque ça peut être des infractions aux lois et règlements, violation des statuts, manquement aux obligations légales, statutaires, réglementaires, des fautes de gestion, imprudence ou négligence, et puis même, ce que je disais, erreur ou omission. C'est juste parce que le dirigeant n'a pas pensé à faire vérifier ses extincteurs. Il y a un début d'incendie, un salarié se brûle parce que justement il n'a pas pu arrêter le feu à cause de l'extincteur qui devait être vérifié par rapport au code du travail au minimum une fois par an. Et bien là, le dirigeant, c'est pas l'entreprise qui est mis en cause, mais c'est le dirigeant qui est mis en cause directement par le salarié pour omission. On a également des déclarations inexactes qu'il peut avoir, et puis il y a tout ce volet-là, harcèlement, discrimination, une personne n'a pas été recrutée à cause de tel point, met en cause directement le dirigeant sur ses biens propres. Voilà le fondement de base. Alors ça concerne qui est assuré dans ces contrats de responsabilité civile des dirigeants. On a trois grands volets, les dirigeants de droit, les dirigeants de fait et puis les dirigeants additionnels. Les dirigeants de droit, c'est effectivement toutes les personnes qui sont présidents, directeurs généraux, dans une association, c'est forcément le président, le trésorier et le secrétaire. Voilà, ça fait partie de tous les dirigeants de droit. Après, on a tous les dirigeants de fait. Donc là, c'est très très vaste, les dirigeants de fait. Une personne qui a la signature pour le chéquier de l'entreprise ou pour le chéquier de l'association est considérée dans les contrats d'assurance comme un dirigeant de fait. Donc est couvert au titre de ce contrat-là. Sachant que dans les contrats d'assurance, il n'y a pas de dirigeant nommé, ce qui est plutôt mieux, puisque si un dirigeant change d'entreprise et est remplacé, l'assureur dirait « Ah ben non, c'est monsieur un tel qu'on couvre et c'est pas madame une telle ». Et donc, madame une telle ne sera pas couverte. Là, l'avantage, c'est que tout le monde est couvert, quelle que soit l'évolution de l'entreprise ou de l'association. Voilà. Et puis, on a les dirigeants additionnels. Et les dirigeants additionnels, pareil, c'est les DAF, les DRH, voire même, ça peut aller très très loin, ça peut aller jusqu'aux héritiers du dirigeant. Si le dirigeant est décédé, et ben à ce moment-là, les héritiers peuvent être recherchés sur une décision qu'aurait prise à l'époque leurs ascendants. Là, on a demandé à un assureur concrètement quels étaient les dirigeants les plus ciblés lors de procédures judiciaires. On s'aperçoit que c'est quand même les dirigeants de droit, donc les présidents, les DG et autres, qui sont la plupart du temps ciblés
dans ces procédures judiciaires. Les dirigeants de fait 20%, et les dirigeants additionnels, c'est quasiment inexistant, ça représente que 5%. Alors, qui peut mettre en cause justement les dirigeants? Et bien, en fait, beaucoup de monde peuvent mettre en cause les dirigeants. Alors, les pouvoirs publics, en premier lieu, vous, l'association ou l'entreprise met la clé sous la porte. À l'époque, tout ce qui était URSSAF disait ah ben, ils n'ont pas payé le dernier trimestre, bon, c'est ennuyeux, ils ont mis la clé sous la porte, tant pis, on passe au dossier suivant. Maintenant, l'URSSAF dit mais est-ce que l'entreprise n'aurait pas dû fermer avant de. Et donc le dirigeant aurait dû prendre la décision de fermer l'entreprise avant de ne pas payer son dernier trimestre URSSAF, et donc vont rechercher directement le dirigeant sur ses biens propres pour lui réclamer ce trimestre manquant. Voilà, les créanciers peuvent rechercher aussi les dirigeants, les prestataires, les actionnaires ou les associés. Le dirigeant a décidé de mettre son siège social dans des locaux sur les Champs-Élysées et acheter un immeuble entier sur les Champs-Élysées. Et bien en fait, les actionnaires, notamment les actionnaires minoritaires, considèrent que ce dirigeant-là a mis en fragilité l'entreprise en déséquilibrant le budget, le bilan de l'entreprise. Et à ce moment-là, les actionnaires minoritaires vont se retourner contre ce dirigeant-là qui a pris cette décision-là, qui était malvenue. Les employés, j'ai pris l'exemple effectivement d'employés qui s'étaient votés à cause d'un instincteur qui n'était pas vérifié, mais ça peut être des cas de harcèlement, pression effectivement psychologique portée sur une personne. Les concurrents aussi, avec des pratiques anticoncurrentielles. On verra un exemple à la fin, j'ai sélectionné 2, 3, 4, même 5 exemples à vous apporter. Les fournisseurs aussi peuvent mettre en cause les dirigeants. Et puis, autre tiers, j'ai terminé par autre tiers, c'est pour dire que vraiment, ils peuvent être recherchés par un peu n'importe qui sur un peu n'importe quoi. Donc le périmètre est assez vaste dans ce domaine-là. Ce type de contrat-là, d'assurance responsabilité des dirigeants, intervient sur les 3 juridictions. La juridiction civile, puisque effectivement on est sur des contrats RC, donc responsabilité civile, mais contrairement à ce que souvent on pense, intervient également sur le côté pénal, parce que souvent on passe du civil au pénal assez rapidement. Lors de mise en cause, le dirigeant est mis en cause d'un point de vue civil, mais également pénal, et puis également administratif. Ça veut dire quoi? Le contrat va payer les dommages et les intérêts qui peuvent être réclamés aux dirigeants, et puis va payer également les frais de défense, que le dirigeant soit responsable ou non responsable des actes qu'il a pu commettre ou des oublis qu'il a pu avoir. En revanche, j'ai mis 2 croix sur les sanctions pénales, parce que jamais un assureur, et ça c'est la base de l'assurance, jamais un assureur ira en prison à la place du dirigeant ou payera une amende qu'il recevra. L'assurance n'est pas fait pour ça et ne peut pas intervenir dans ces 2 cas. Mais sinon, l'assurance intervient dans tous les autres cas. Là, j'ai juste pris 5 exemples de sinistres différents, concrets. Les chiffres que vous voyez là d'indemnité sont, j'ai demandé à un des assureurs avec lequel on travaille, qui est AIG, qui est donc une compagnie américaine, et souvent effectivement nos déboires en France ont eu lieu d'abord aux États-Unis, donc ils ont une assez bonne expérience de ce qui peut arriver à des dirigeants. Et donc j'aurais demandé 5 exemples récents qu'ils ont eu à traiter au niveau de leur service sinistre, avec les montants et les faits réels. Alors on n'a pas le nom des entreprises, mais le premier cas, c'est la résiliation de crédit bail, où 2 actionnaires, 2 associés exercent une action
devant le TGI pour réparation du préjudice subi. Il considère que ce dirigeant-là n'aurait pas dû résilier le bail, le crédit bail, et les deux autres associés de cette structure-là mettent en cause cet associé-là directement sur une décision qu'il a prise et pour laquelle il n'a pas communiqué avec les autres. Ça a coûté de dommages et intérêts 10 000 euros et de frais de défense ont été 5 000 euros. Pratique anticoncurrentielle, c'était là par contre à la demande d'un concurrent où il a fait l'objet d'informations judiciaires parce que le concurrent en question a saisi le tribunal du commerce considérant que c'était des pratiques illégales. Ça n'a pas abouti, il a été dégoûté, mais il y a quand même eu des frais de défense de 90 000 euros qui ont été réglés par AIG à cette occasion-là. Abus de biens sociaux, c'est aussi quelque chose qui arrive couramment. On assure juste à côté le foyer de la Madeleine, qui est un restaurant associatif sous l'église de la Madeleine. Et ben, le président de l'association s'était offert un abonnement à une salle de sport aux frais de cette association, plus une place de parking. Voilà. Alors, Ancien président. l'ancien président, puisque effectivement, il s'est mis en arrêt maladie immédiatement et a également donné sa démission pour un mois après. Mais donc c'est pas cet exemple-là, mais voilà un exemple concret, frais de défense 12 000 euros, dommages et intérêts dans le cas présent 0 euros, car il y avait effectivement une faute intentionnelle, et ça l'assureur ne couvre jamais un fait volontaire, au même titre qu'en responsabilité civile professionnelle. Si vous blessez volontairement quelqu'un, l'assureur ne va pas intervenir. En revanche, si vous faites un croche-patte involontairement à une personne et elle se blesse, là, l'assureur va intervenir en mobilisation. Et puis, deux derniers exemples, une cessation de paiement qui a entraîné 270 000 euros de dommages et intérêts, et puis 10 000 euros de frais de défense, et accident du travail. Ça arrive aussi souvent. On peut imaginer comme autre exemple que celui-là, une activité saisonnière pour une entreprise qui embauche beaucoup plus de personnes sur une période bien déterminée. La personne un des salariés utilise un transpalette et blesse ou tue un autre salarié en utilisant ce transpalette. Il n'avait pas eu de formation pour utiliser ce transpalette, comment l'utiliser, quelle est la vitesse à respecter, etc., etc. Le dirigeant est mis en cause à ce titre-là par la famille de celui du défunt. Voilà quelques exemples sur l'intervention des contrats, responsabilité civile des dirigeants, qu'on appelle aussi responsabilité civile des mandataires sociaux, qui peuvent être recherchés donc, sur leur bien propre. Alors, Mini Grégoire, sur le sujet du cyberrisque, Grégoire a évoqué des questions bassement matérielles de tarifs, mais que ça soit sur des assurances cyberrisques ou que ça soit sur des assurances responsabilité civile des dirigeants, c'est souvent des toutes petites primes, c'est-à-dire ça peut être 1 500 euros, 1 000 euros par an de primes d'assurance pour être couvert pour les sinistres en cyber, une moyenne de 150 000 ou 200 000 euros. Et puis là, des exemples également de sinistres. Donc, voilà, c'est plutôt des petites primes pour être ouvert et dormir sur ses deux oreilles à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce volet-là qu'on voulait également vous présenter ce matin. Je vois la première question qui est un peu dure, mais ça prouve aussi que peut-être que l'été. Je vous promets que les exemples que Thibaut a choisis n'ont pas été choisis en fonction des personnes qui sont dans la salle, mais moi qui connais chacun d'entre vous, j'ai trouvé qu'il pouvait être assez bien ciblé quand on parlait de transpalette,
Voilà, on va passer au dernier sujet. Parce qu'il n'y a pas de questions. Au dernier sujet de cette matinale, pour respecter le timing. Merci Thibault. L'assurance chômage. Toujours, donc, en fait, on a fait un focus sur ces deux derniers points, sur le dirigeant. Parce que Comment si certains d'entre vous ne sont pas les dirigeants de droit, souvent de fait, mais de vos entreprises, vous êtes évidemment les conseils de vos dirigeants et il faut que vous sachiez que même s'ils ne l'ont pas avoué, comme je le disais en introduction, les trois sujets qui les stressent, qui citent en premier quand on les interroge, ce sont ces trois sujets-là, cyber, RC du dirigeant et chômage du chef d'entreprise. Exactement, donc on voulait vous faire un focus sur l'assurance chômage du dirigeant, parce qu'on sait tous qu'un salarié bénéficie bien du régime d'assurance générale et de la garantie chômage, il cotise pour ça et son employeur aussi, mais le dirigeant, comme on va le voir, ne bénéficie pas automatiquement et toujours de ce régime général. Alors sans vouloir vous faire peur, mais juste pour vous rappeler que c'est quand même une réalité, il y a une étude de l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs qui est parue en mars 2024 et qui a fait un petit focus sur l'année 2023 qui montre que au cours de cette année 2023, il y a quand même plus de 50 000 chefs d'entreprise, ce qui représente 140 chefs d'entreprise quotidiennement, qui ont perdu leur emploi. Et ces 140 chefs d'entreprise étaient ou non couverts par un régime d'assurance privé s'ils avaient opté pour une solution assurantielle d'assurance chômage, qu'on vous détaillera un petit peu par la suite. Donc c'était un nombre effectivement jamais atteint depuis la crise financière de 2016. Voilà. C'est une réalité, des chefs d'entreprise perdent leur emploi. Alors pourquoi effectivement un dirigeant d'entreprise, un chef d'entreprise a besoin d'une assurance perte d'emploi? Eh bien tout simplement parce que du fait de son statut, il est exclu bien souvent du régime d'assurance générale de Pôle emploi, de France Travail maintenant. Le dirigeant mandataire social, quand il a un contrat de travail, ne lui ouvre pas systématiquement les droits au régime général d'assurance chômage. Donc que vous soyez, qu'un dirigeant soit, quel que soit son statut, PDG, gérant minoritaire, égalitaire, et qui est titulaire d'un contrat de travail, le meilleur moyen de s'assurer qu'il est exclu du régime général de Pôle emploi, c'est d'interroger Pôle emploi au travers d'un questionnaire qui est mis à votre disposition en ligne, qu'on pourra vous procurer si nécessaire, et c'est Pôle emploi qui, après analyse de ce questionnaire, va déterminer si oui ou non vous pouvez bénéficier des prestations en cas de chômage. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a tout un tas de dirigeants qui aujourd'hui cotisent à Pôle emploi en ignorant qu'en cas d'événement, ils ne seraient pas couverts. Et d'ailleurs, je crois que Pôle emploi, en tout cas c'était le cas il y a quelques années, remboursait les cotisations versées sur un historique de 3 ans aux dirigeants qui avaient cotisé inutilement. Donc ça, c'est le statut du mandataire social. Donc je vous invite, ou j'invite les dirigeants d'entreprises, de nos clients, d'interroger Pôle emploi sur ce sujet. Quand ils ont un contrat de travail, parce que quand ils ont un contrat de travail. S'ils n'ont pas de contrat de travail, là il n'y a même pas de sujet. Le PDG, le DG, le DGD, ils ne sont pas à Pôle emploi. Voilà. Il y a une petite zone quand ils ont un contrat de travail. Exactement. Ça mérite d'examiner. Le dirigeant peut également être TNS, donc travailleur non salarié, commerçant, artisan, gérant majoritaire. Lui, c'est sûr, comme le mandataire social sans contrat de travail, n'est pas éligible à Pôle emploi. Donc pour couvrir ce risque, alors oui, on va d'abord effectivement évoquer les événements qui sont couverts par les contrats d'assurance. Donc il y a 3 grands volets: les décisions judiciaires, les événements constitutifs d'une décision amiable sous contrainte économique et le départ non volontaire du dirigeant. Alors bien évidemment, en fonction de votre situation propre, nous,
chez Bailey Bassé, on aménage le contrat en fonction des garanties que vous avez besoin. Tous les dirigeants n'ont pas besoin, par exemple, d'être couverts pour le risque de révocation ou de non-renouvellement du mandat. En revanche, dans le cas des décisions judiciaires, donc on va retrouver la liquidation judiciaire, la cession judiciaire, le redressement judiciaire, et puis dans les événements constitutifs, les fusions-absorptions, les restructurations profondes, la cession ou la dissolution anticipée. Donc tous ces événements sont couverts par le contrat d'assurance perte d'emploi du dirigeant. Comment fonctionne ce contrat? Donc ce contrat, à partir du moment où il est souscrit par le dirigeant, ça c'est important de l'avoir en tête, ne fonctionnera pas, les garanties ne s'appliqueront pas pendant un délai minimum de 12 mois, ce qu'on applique un délai de carence. Au bout de 12 mois, vous êtes indemnisé en cas de perte d'emploi d'une indemnité dont vous mettez le curseur où vous voulez par rapport à votre rémunération, le plafond de verre étant une indemnité maximum de 80% de votre rémunération. Mais le curseur, vous le mettez entre 10, 15, 20, 30, 40, 50% de votre rémunération et vous pouvez choisir de vous assurer pour une période d'indemnisation qui va de 9 à 18 mois. Donc bien évidemment, la cotisation est fonction de ces critères. Pour l'exemple et des illustrations budgétaires, je vous ai mis effectivement 2 exemples. On vous laissera en prendre connaissance, mais ce qui est à noter, c'est que ces contrats-là ne coûtent pas plus cher pour un dirigeant que ce que ça ne coûte à un salarié qui cotise à Pôle emploi. Donc il n'y a aucune raison qu'un dirigeant ne s'accorde pas le droit d'être couvert en cas de chômage au travers de ce type de contrat. Ça peut même parfois être effectivement moins coûteux pour lui. Je crois qu'on... Voilà. C'était voilà, pour faire un petit focus sur ce contrat du dirigeant en cas de chômage. Je ne sais pas si vous avez des questions. D'un point de vue fiscal, c'est considéré comme une charge pour l'entreprise? Alors, pour le mandataire social, oui. C'est considéré comme une charge pour l'entreprise et pour le bénéficiaire dirigeant, les indemnités ne sont pas imposables. Pour un TNS, il peut opter pour la déductibilité ou non des cotisations dans le cadre de la loi Madelin. Et donc l'imposition à la sortie sera fonction du régime fiscal choisi au versement. Bon, si vous n'avez pas de questions. Effectivement, dans les contrats d'assurance, il peut être souscrit à l'option révocation ou non, parce que il va de soi qu'un président qui a plus de 50% de l'entreprise ne va pas se révoquer lui-même. Donc en fait, il peut voilà, se dispenser de souscrire à l'option révocation. Voilà, écoutez, on est très largement dans les temps, puisqu'il est 10h30. On est évidemment à votre disposition pour ces sujets-là, mais pour tous les autres. Je vous rappelle que Bailey Bassé pratique l'assurance de biens et de responsabilité, RC, dommages, auto, transport, RCMS, dirigeants, etc. Autant autant que les assurances de personnes, prévoyance, frais de santé, retraite, épargne salariale, puisque on marche sur 2 jambes qui ont la même taille. On a 50% de notre activité sur les assurances de biens de responsabilité, 50% sur les assurances de personnes. On intervient dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines. On a une personne maintenant depuis 1 an qui fait tout ce qui est patrimonial, assurance vie, enfin bref, les conseillers en gestion de patrimoine, donc pour les dirigeants d'entreprise ou même les particuliers. Voilà, on travaille avec tous les porteurs de risques, ou la plupart d'entre eux, tous les assureurs, AXA, Allianz, MMH, Ferrari, mais aussi des institutions de prévoyance, Malakoff Humanis, AG2R, Lesia, etc. Donc on est à même de trouver la solution voilà,
de changer en cas de besoin de porteurs de risques voilà, j'ai la faiblesse de penser, mais si c'est pas moi qui fais, effectivement, personne va le faire, qu'on a une belle équipe de techniciens disponibles, voilà, et qui suivront vos dossiers dans le temps de manière qualitative, parce que c'est pas le tout de trouver, de choisir la meilleure assurance à un instant T. Il faut que cette assurance reste valable dans le temps, qu'elle soit adaptée, on gère les sinistres, machin, etc. Et effectivement, comme on disait, que c'est pas le tout de prendre une assurance cyber au départ, mais c'est bien d'avoir le scam qui tourne tous les mois et des campagnes de phishing, etc. Voilà, donc à votre disposition, maintenant ou plus tard, quand vous voudrez, pour tous les sujets. Et merci de votre venue, puisque évidemment c'était difficile.